Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Lucien Cerise. Vous avez une formation en sciences humaines et sociales avec une spécialisation dans le langage et l'épistémologie. Vous êtes aussi spécialiste des sciences comportementales et de l'ingénierie sociale. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, Gouverné par le chaos chez Max Milo et Neuropirate chez Contre-Culture. Lucien Cerise, bienvenue à France Liberté. Bonjour, merci pour cette invitation, cette deuxième invitation. Deuxième invitation, effectivement. Alors, avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Alors, Lucien Cerise, on vous a eu donc en entretien, en interview il y a quelques mois. On avait parlé de l'ingénierie sociale. Le sujet n'a jamais été autant d'actualité, on va dire. Euh, Quelles sont aujourd'hui les principales menaces sur l'intégrité humaine au niveau physique, mental et psychique, et particulièrement dans le contexte du terrorisme viral? Donc les menaces en fait sont même reconnues par les pouvoirs publics, hein, puisqu'il y a quelques semaines, des communiqués de Jérôme Salomon ou de Olivier Véran, je ne sais plus, ou même d'Emmanuel Macron, ont dit oui effectivement qu'il y avait une expansion, enfin un boom des pathologies mentales. Et ils ont reconnu que c'était directement provoqué par les mesures sanitaires, hein, donc confinement essentiellement. Mais bon, les autres aussi, enfin, je veux dire, le port du masque, etc. Bon, là, il y a effectivement, c'est plutôt des pédiatres qui s'expriment là-dessus, qui disent effectivement que les enfants commencent à avoir des problèmes pour apprendre le langage, pour apprendre à parler, et qu'en fait, il y a des phénomènes en fait, de dépression des enfants ou de dépression des adolescents ou des préadolescents, qui se retrouvent effectivement isolés pour diverses raisons, donc liées au confinement ou en fait à la classe par téléconférence. Voilà, donc là, bon, on voit qu'il y a une vague de pathologies mentales, de problèmes psychologiques qui déferlent sur la France et certainement aussi ailleurs, bon, pour des raisons évidente. Je m'intéresse surtout aux cas français et aux pays francophones, parce que bon, c'est plus facile sur le plan de la traduction. Mais bon, je pense que c'est partout comme ça. Ensuite, les pathologies physiques aussi donc, sont en pleine expansion à cause des mesures dites sanitaires. Les pathologies, alors bon, après il y a enfin, bon, des pathologies qui sont causées indirectement, enfin, c'est-à-dire en fait bon, les gens qui font enfin, tous les travailleurs indépendants qui font faillite, hein, il y a une épidémie de faillite, ça va provoquer aussi de toute façon hein, des pathologies indirectes, hein, voire des suicides, mais en tout cas les pathologies indirectes à cause de l'inactivité provoquée, hein, d'un seul coup, boum, bon, voilà, on travaillait 10 heures par jour et on se retrouve au chômage. Voilà, bon, tout ça en fait est provoqué directement et indirectement par toutes les mesures qui sont prises depuis le mois de mars, donc depuis un an en fait. Ça va bientôt faire un an, puisque le jour 1 du confinement, c'était le 16 mars 2020, si je me souviens bien. Donc là, en fait, bon, alors ça, c'est que la partie visible hein, de l'iceberg. Hein. Ensuite, bon, il y a tout ce qui se profile à l'horizon, hein, c'est-à-dire le passeport sanitaire, hein, qui sera. Alors, effectivement, donc on parle de deux choses, le passeport sanitaire, le passeport vaccinal. En fait, bon, apparemment, le passeport sanitaire intégrera aussi des preuves de tests, mais pas simplement des preuves de vaccination. Et donc, bon, évidemment, enfin, comme de toute façon, les tests ne sont pas valables, en fait, enfin, ça va devenir de la folie furieuse, quoi. C'est-à-dire que bon, votre vie va être suspendue, en fait, à des technologies défaillantes, qui en fait vont orienter votre parcours de vie sur la base d'erreurs de diagnostic, hein, puisque les tests font énormément, enfin les tests PCR et antigéniques font énormément de faux positifs, mais aussi de faux négatifs. Bon, les faux positifs sont plus graves, hein. Donc ça peut briser une vie, hein, faut le dire clairement. Et puis surtout, ça crée de l'angoisse. Je connais quelqu'un qui avait fait un test antigénique
donc négatif à réception, puisque ça se fait en 20 minutes. Donc, la personne est restée dans la salle d'attente du laboratoire, ou de 20 minutes, donc la personne reçoit son test qui est négatif. Le temps qu'elle arrive chez elle, il est devenu positif. Voilà, donc le même test, à 1 heure de différence, change de valeur. Donc, donc c'est du bidon total. Je veux dire, les tests, qu'ils soient PCR ou antigéniques, pour l'instant, c'est les deux catégories et les deux sortes qu'on a en France, ne marchent pas. Enfin, il ne faut surtout pas s'appuyer là-dessus pour se faire une représentation, pour se faire une image de la situation sanitaire en France sur la question du coronavirus. Or, les pouvoirs publics vont s'appuyer là-dessus. Donc, ils vont s'appuyer sur une carte fausse du territoire. Une carte fausse du territoire institutionnalisée. C'est-à-dire le faux, la falsification est en phase d'être institutionnalisée, légalisée, et d'avoir un poids sur notre existence quotidienne. Puisque pour l'instant, le pass sanitaire va conditionner notre accès, par exemple, aux avions ou à des transports en commun. Bon, il est bien évident qu'à terme, ce sera aussi pour rentrer dans n'importe quel commerce, dans une boulangerie, etc. C'est ça le but à la fin, c'est que en fait, notre vie soit entièrement sous contrôle de la surveillance électronique sanitaire. Le problème, c'est, premièrement déjà ça, en soi, même si la technologie marchait, ce serait un problème, évidemment, ça, j'enfonce une porte ouverte, et le thème est largement travaillé depuis un certain temps sur tout ce qui est surveillance et atteinte à la vie privée. Mais le vrai problème, à la limite, c'est que de toute façon, ces technologies ne marchent pas. Je veux dire, elles marchent, mais je veux dire 1 fois sur 2, quoi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup trop de pannes, beaucoup trop de défauts. Donc c'est l'effondrement garanti, et un effondrement méthodologiquement contrôlé par la technique. Donc là, c'est la catastrophe assurée. Mais c'est surtout que on va prendre du retard. Enfin, je veux dire, en France, on va prendre du retard par rapport à tout ce qui est compétition économique ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des rendez-vous d'affaires, par exemple, qui vont rater en fait leur avion ou leur train et qui ne pourront pas conclure un contrat à cause, en fait, d'une erreur de diagnostic, à cause d'un test faux qui aura fait un faux positif, qui leur empêchera de prendre le transport qui leur permettrait de signer tel contrat, etc. Et ce sera signé par quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, tout. En fait, il va y avoir un effet domino, quoi, en fait, sur toute la société, causé par justement cette technologie défaillante. C'est cataclysmique. Enfin, je veux dire, et c'est pas le virus en lui-même là qui provoque ça. Le virus en lui-même, mais bon, c'est juste une grippe, quoi. Oui, Voilà, parce qu'on parle bien d'une mystification la plus grotesque qu'on ait pu à constater récemment. Donc, on parle évidemment de terrorisme viral, d'une crise montée en épingle, alors que c'est une grippe qui pas au final dangereuse, qui permet d'être traitée pour autant qu'on autorise les médecins à faire leur travail. Qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'au niveau juridique, il y a des actions qui sont en cours pour stopper cette machine infernale? Parce que il y avait un article dans Le Monde récemment là, qui expliquait qu'ils sont en train d'écrire les protocoles pour la suite, quand les magasins vont rouvrir, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Donc, ça va être l'enfer. L'enfer, en fait. Ils sont en train de quadriller la vie des gens au millimètre près avec tout un ensemble de protocoles liberticides et totalitaires. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des actions juridiques qui sont en cours contre l'État français et pour stopper ça? Alors là, c'est pas mon rayon. Je suis pas le bon client, en fait. Je suis pas juriste, et donc après, je pourrais évidemment, on peut être informé sur ce qui se passe sans être un spécialiste de la question. Mais là, il faudrait mieux inviter Carlo Brusa ou Valérie Bugeaud ou des gens comme ça qui eux en plus ont vraiment la légitimité. Enfin, je veux dire, ils ont
comment dire ça, l'expertise technique et puis un peu plus de légitimité que moi pour en parler. Moi, tout ce que je connais, c'est les actions de Carlo Brusa, enfin de Réaction 19, mais c'est des actions ponctuelles. Alors ensuite, j'ai entendu parler d'un juriste allemand, si je me souviens bien, Reinhard Füllmich, Oui. qui veut lancer une action internationale. Voilà, bon, enfin, pour essayer de mettre en place un nouveau Nuremberg, enfin, de la santé, enfin, comme il y avait eu en fait le code de Nuremberg là, qui était dérivé des expériences qui avaient été faites dans certains camps de concentration allemands. Et donc, bon, l'expression de consentement libre et éclairé a émergé à peu près dans ces années-là. Mais bon, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Bon, on a fait un interview récemment, il y a à peine 10 jours, avec Maître Araujo Requia, qui est justement, qui fait partie de cette alliance internationale. Et donc, il y a une action collective qui est en cours contre l'État et pour dommages et intérêts dans un premier temps, et ensuite pour qualifier ces mesures de crimes contre l'humanité. Donc, nécessairement, il va arriver un moment où il y aura des comptes à rendre. Par rapport à cette situation, bon, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect linguistique et sémantique. Qu'est-ce que vous notez au niveau de la rhétorique du langage du gouvernement, des personnes qu'on voit sur les tables, sur les plateaux de télé? Quel est, à votre avis, le fil conducteur de cette sémantique frauduleuse? Alors, bon, je n'ai pas la télévision et je regarde très rarement les extraits de plateaux de télévision sur Internet. Donc, je suis pas accoutumé, en fait, enfin, je suis vierge, en fait, hein, concernant comment dire ça, le déversoir, enfin, de propagande de guerre contre les peuples, hein, qui apparaît tous les jours à la télévision. La dernière fois que j'ai regardé la télévision, c'était à Noël, parce que j'étais chez ma mère pour les fêtes et qu'elle regarde la télé du matin au soir. Et donc là, j'ai été exposé, hein, évidemment, donc aux menaces, au chantage, hein, du pouvoir, hein, sur toutes ces questions de vaccination. Mais bon, enfin, là, ça fait maintenant bien, enfin, 3 mois, enfin un peu plus, 2 mois plutôt, un peu plus de 2 mois. Donc en fait, l'effet s'atténue. Bon, en revanche, évidemment, je regarde la presse écrite sur Internet. Hein, je n'achète pas de journaux. Bon, globalement, bon, la structure générale, en fait, hein, consiste en fait à essayer de comment dire, de faire peur, en fait. Enfin, évidemment, enfin, il faut peser. Enfin, on est dans le domaine du chantage quasiment affectif, hein, et puis des menaces de mort, hein, enfin des menaces de mort sociale, parce que quand on vous dit, bon voilà, il va y avoir un pass sanitaire qui vous permettra d'accéder à tel ou tel service public ou à telle ou telle prestation, bon, le message implicite, hein, parce que ça c'est le message explicite. Ensuite, si on fait une analyse sémiotique ou enfin linguistique, il y a un message implicite là-dedans, c'est que ceux qui n'auront pas le pass sanitaire n'y auront pas accès. Voilà, donc là, en fait, ça envoie un message là, on peut même aller vers la psychanalyse lacanienne, enfin, je veux dire, l'application de la linguistique à la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, le message implicite envoyé à la population, c'est que ceux qui auront leur passe, hein, les braves moutons, en fait, auront accès à un statut supérieur. Hein. Donc, il y a une mise en place, en fait, d'un apartheid sanitaire, avec des gens qui, en fait, auront une liberté de circulation quasi totale, encore que c'est à vérifier, parce que, en fait, je pense qu'en réalité, même le pass sanitaire sera lui-même conditionné, enfin, ne sera pas définitif, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ou enfin bon, à intervalles réguliers, il faudra refaire le test, hein, ou refaire le vaccin, puisqu'on va nous inventer ensuite des variants ou alors des nouveaux virus. Donc en fait, bon, en réalité, mais bon, malgré tout, sur le plan émotionnel, hein, sur le plan de l'inconscient et sur le plan irrationnel, ça envoie un message. C'est-à-dire que nous allons structurer la société avec une classe privilégiée et une sous-classe, hein, de réfractaires qui, eux, vont refuser, enfin, ou de conspirationnistes, etc., qui, eux, refuseront donc effectivement le pass sanitaire et qui, donc, n'auront plus accès à un certain nombre de prestations ou de services, hein, et qui n'auront peut-être même plus accès à leur travail.
hein. Donc, là, il va y avoir des choix, mais vous voyez, en fait, le message que ça envoie, en fait, c'est-à-dire, c'est la création c'est une création d'une société à deux vitesses, hein, donc institutionnalisation d'une inégalité dans le traitement d'une inégalité devant la loi, au prétexte, hein, d'une menace qui, elle, est censée être supérieure finalement à la loi. C'est-à-dire qu'en fait, un virus n'obéit pas à la loi. Enfin, un virus, d'une certaine manière, c'est une menace universelle. Et donc, on peut mettre la loi entre parenthèses, hein, quand on a affaire à une telle menace. C'est comme une invasion extraterrestre, hein. D'un seul coup, toutes les règles du jeu sont changées. Donc, en fait, cette menace universelle d'un virus baladeur permet donc de mettre en place un état d'urgence sanitaire qui n'a aucune limite dans le temps et un certain nombre de mesures de coercition physique, donc passeport sanitaire. C'est le principe du passeport intérieur, en fait, hein, ni plus ni moins, qui existait qui existait par exemple en Afrique du Sud, hein, notamment, enfin, je veux dire, par exemple, les Noirs devaient porter sur eux en permanence un petit livret qui leur donnait accès, qui attestait leur identité et en fait des zones auxquelles ils avaient accès. En fait, le but c'était de limiter leur mobilité de limiter en fait un certain, enfin leur déplacement quoi, au sein du pays dont ils étaient citoyens, en théorie à égalité avec les blancs. Mais les blancs, eux, n'avaient pas besoin d'avoir ce passeport. Ils pouvaient aller absolument où ils voulaient. Donc bon, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est pas une blague. C'est véritablement le modèle d'un apartheid qui est post-racial. Enfin, je veux dire, la question c'est plus noir ou blanc. C'est en fait, est-ce que vous avez pris votre dose d'injection létale, hein, ou pas? Après, on peut rebondir aussi sur la nature de ces vaccins, qui en fait bon, bref, mais enfin, avez-vous pris votre dose ou pas? Avez-vous été testé? Sachant que tous les problèmes de faux positifs déjà mentionnés. Donc, bon, là, ce qui se passe, bon, c'est... Et alors oui, sur le plan aussi donc, de l'inconscient, en fait, ça donne satisfaction, hein, aux pulsions sadomasochistes, hein, d'une partie de la population qui va se dire, bon, bah, moi, je suis vacciné ou je suis testé, et en fait, ça me donne donc un avantage sur d'autres. Donc en fait, c'est extrêmement malsain, quoi, parce que ça crée vraiment une espèce de relation comme ça, en fait, dominant-dominé, au sein d'une même société, et sur une base en plus frauduleuse, quoi. C'est Donc quand même, c'est... c'est quand même le but recherché, justement, diviser pour mieux régner, non? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Mais bon, là, en fait, je crois qu'on n'en est même plus là. Enfin, là c'est contrôlé pour... C'est-à-dire qu'en fait, bon, euh, comment dire, la méthode, là, en fait, hein, de division ethnico-culturelle pour garder le contrôle d'une société, est presque dépassée. C'est-à-dire que là, là, on passe en fait à un contrôle automatisé. Donc en fait, comment dire ça, tant que ce sont des humains, hein, qui sont les gardiens, bon, il faut se poser la question là, qui gardera les gardes, hein. Donc, mais tant que ce sont des humains, bon, il faut passer par des stratagèmes du type diviser pour régner. Aujourd'hui, c'est même plus nécessaire, hein. C'est-à-dire que comme le contrôle ne sera plus exercé par des humains, mais par des robots, enfin, ou des programmes, des logiciels, voire même des robots physiques, c'est-à-dire des drones ou ce genre de choses, euh, quelque part, bon, il n'est plus nécessaire de mettre en place des stratagèmes de division identitaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la division, là, comment dire, devient superflue. Enfin, le stratagème de diviser pour régner devient superflu. Même si, effectivement, ça produit cet effet-là aussi, hein, et c'est tout le bénéfice, évidemment, pour le pouvoir, de toute façon. Mais là, je pense qu'on passe à une autre phase, on n'est plus dans la fabrication, comment dire, au forceps de problèmes de diversité liés à la diversité et au multiculturalisme, hein, parce que enfin, bon, l'immigration a des raisons économiques, mais elle a aussi pour fonction en fait de dissoudre, hein, le lien social. Donc de diviser pour régner, quoi. Mais là, bon, on passe à la phase transhumaniste, hein,
de l'ingénierie sociale, hein, donc en fait, même la question des identités est en train de devenir, je dirais, caduque, enfin, je veux dire, en fait, anachronique. En fait, maintenant, l'identité, enfin, la question identitaire, elle va se poser entre, comment dire ça, l'espèce humaine et puis et la machinerie, hein, enfin, les machines. Enfin, mais bon, les machines n'ont pas d'identité. Mais bon, le projet justement de certains avocats de donner une identité légale aux machines, ben, justement, vise en fait, à pallier ce problème. Enfin, c'est-à-dire que oui. Alors, bon, on voit que il y a toute cette panoplie de mesures liberticides qui sont mises en place, mais bon, c'est déjà pas nouveau depuis des décennies. Il y a une manipulation du langage, et particulièrement dans les écoles d'État. Donc, les écoles d'État suppriment progressivement et sournoisement les disciplines fondamentales pour maîtriser la langue, la grammaire, la dictée. On a eu un professeur de français il y a quelques mois, Thomas Clavel, qui nous avait expliqué que la dictée et la grammaire ne sont plus des priorités. Donc, comme si les fondamentaux de la langue n'étaient pas plus nécessaires. Sans parler de la dialectique et de l'éloquence qui ont complètement disparu des programmes depuis déjà un moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette manipulation de la jeunesse et des écoles étatiques? L'humain est superflu, hein, donc on peut commencer, comment dire, sous couvert de, je sais pas quoi, enfin de nouvelles méthodes pédagogiques, on peut commencer à fabriquer des crétins en série, hein. Il y avait, c'était, je sais plus, enfin un livre qui était sorti, c'était La fabrique du crétin, enfin un truc comme ça. Enfin bon, c'est vraiment ça. Enfin, en fait, alors il y a une limite à ça, hein, évidemment. Par exemple, bon, il y a certains militaires qui commencent à s'alarmer, hein, de la baisse de niveau, y compris dans les compétences physiques, hein. J'avais trouvé ça là dans un magazine qu'on peut trouver là dans les hangars là sur les forces spéciales. C'était il y a un an ou deux. J'avais lu un article, hein, où il y avait une information qui était sortie, qui disait effectivement que maintenant les militaires commencent à s'inquiéter de la baisse de niveau intellectuel, la baisse du QI, hein, qui est observable, mais aussi de la baisse, hein, en fait, du niveau de compétences physiques, hein, puisque vu le temps qu'on passe sur les écrans, en fait, ça développe la myopie, enfin, ça développe des problèmes oculaires. Or, un soldat a besoin de voir loin, hein, et sans lunettes, hein. Les lunettes sont une arme, hein, contre le soldat, hein. Quelqu'un qui se bat avec des lunettes sur le nez, bon, enfin, vous voyez le problème, je veux dire, hein. Bon, je fais un peu de sport de combat, bon, il vaut mieux que je retire mes lunettes, hein, c'est quand je faisais des cours. Donc bon, donc voilà, oui, et en fait, bon, pourquoi? Alors ces militaires là mais c'est un peu comme aussi comme les juristes qui s'alarment un peu trop tard peut-être que effectivement les verdicts vont bientôt être rendus par des intelligences artificielles, par des logiciels de traitement automatique du langage. C'est comme la police qui commence, enfin certains syndicats qui commencent à s'alarmer du projet de remplacement des agents de police par des drones. Bon, tout ça est un peu tardif, hein, en fait. Bon, évidemment, c'est normal parce que tous ces syndicats de police ou syndicats de juristes ou d'avocats comment dire, ou tous ces militaires qui en fait sont pas au courant, sont pas forcément au courant, comment dire, du projet d'ensemble qui est effectivement de remplacer l'humain, le facteur humain, par de la machine, par du logiciel, par de l'intelligence artificielle, donc par de la robotisation il s'agit en fait le grand remplacement, c'est celui en fait du vivant par l'automate. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est ça le grand projet, le grand remplacement, en fait, on se focalise sur des questions annexes qui sont certes importantes, comment dire, sur le plan, je sais pas, du vécu quotidien, mais qui sont des sous-parties d'un projet d'ensemble, qui repose sur effectivement la réduction démographique générale, hein, pas simplement des blancs ou des noirs, mais qui repose en fait la réduction du nombre de gens sur Terre et pour en fait dans une perspective d'optimisation écologique ou enfin bon, tout ça c'est un peu des prétextes, hein. Euh, donc je ne sais pas si je réponds à la question parce que Oui, alors je voulais justement vous demander, pour revenir à la stratégie, parce que c'est aussi bien de comprendre comment ça fonctionne et comment ils ont
ils ont pu mettre en place cet agenda. Dans l'histoire de la philosophie, remontant à la Grèce antique, il y a une guerre silencieuse mais mortelle entre réalistes et nominalistes. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors effectivement, alors ce grand clivage hein, dans le champ intellectuel entre réalisme et nominalisme, en fait, a été thématisé, pas avec ces termes-là, hein, mais a vraiment été mis en scène, même par Platon, donc dans son œuvre, dans ses dialogues, hein, qui a mis en scène, donc en fait, sous forme en fait, de petites pièces de théâtre, en quelque sorte, des joutes oratoires, des joutes verbales entre donc, Socrate, qui a été son maître, et donc ce qu'on appelle les sophistes. Et les sophistes, en fait, c'était finalement des conseillers en communication des politiques de l'époque. Et donc, en fait, c'était des spécialistes de la rhétorique. Donc, des spécialistes, en fait, non pas comment dire ça, de la vérité, mais des spécialistes de l'efficacité hein, rhétorique. Et donc, en fait, Platon leur oppose Socrate, donc Platon met en scène donc, Socrate comme étant, lui, justement, le défenseur de la vérité. C'est-à-dire de l'accès à la vérité par le langage. Là où, en fait, les sophistes sont totalement indifférents à la question de la vérité. Ce qui compte, c'est l'effet produit sur autrui par ma parole. Hein, donc là, on voit se dessiner hein, deux grandes attitudes, sachant que en fait, les deux correspondent à une vérité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que donc ensuite, c'est-à-dire que par le langage, on peut atteindre des vérités objectives, mais par le langage, on peut aussi être totalement indifférent à la vérité objective et se contenter de produire un impact émotionnel sur autrui. L'art, par exemple, hein, en général, ne dépeint pas des réalités objectives, enfin, ou du moins, l'art peut dépeindre une réalité objective, mais quel est l'intérêt de dépeindre une réalité objective en fait, c'est de la photographie, c'est de la copie, en fait. Donc, l'art, par nature, en quelque sorte, cherche d'abord un impact émotionnel sur le spectateur. Et si on peut faire passer aussi des vérités par cet impact émotionnel, par le style en quelque sorte, par la forme, si on peut faire passer du fond hein, par la forme, bah, tant mieux. Mais la question, moi j'ai écrit 2 romans, la question que je me pose quand j'écris un roman, c'est comment faire pour que le lecteur ne puisse pas s'arrêter de lire. Vous voyez. Donc en fait, la question que je me pose, c'est comment faire pour que mon livre soit, je ne sais plus en anglais, on dit un page turner ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que je dois maintenir un suspense permanent et peu importe ce que je dis, hein, peu importe le fond. Hein, c'est une question purement esthétique, qui joue uniquement sur les formes, qui joue uniquement sur la sensibilité. Donc ça, là, on est vraiment dans cette approche donc sophistique, hein, au sens des Grecs anciens, qui s'oppose en quelque sorte, qui s'oppose, du moins qui se distingue plus exactement de l'approche socratique hein, ou platonicienne, qui, elle, en fait, ne se pose pas la question de la forme. La forme peut être ingrate, elle peut être désagréable. Ce qui compte fondamentalement, c'est la valeur de vérité, hein, ou la consistance logique, en quelque sorte, de l'énoncé, enfin, du propos. Et donc, en fait, Platon, dans un deuxième temps, va essayer de garantir cette quête de vérité objective sur une transcendance métaphysique. Parce que, lui-même, Platon avait remarqué que effectivement le monde est changeant. Hein, le monde, si on essaye de garantir les énoncés, si on essaie de garantir la parole sur des phénomènes empiriques mondains, on s'expose en fait à des déceptions, enfin on s'expose à des renversements ou on s'expose à une certaine fragilité ou précarité, parce que le monde est changeant, hein, et que ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées peut être faux de l'autre, et de la même manière, ce qui est vrai un jour peut devenir faux le lendemain, ou du moins nuancé. Donc le monde, c'est le lieu du changement, hein, le monde est protéiforme, donc là, on revient sur Héraclite, hein, mais
Platon va, donc le philosophe du devenir, hein, le monde c'est le devenir, Platon va plutôt comment dire, se revendiquer de Parménide, hein, donc Parménide qu'on oppose en philosophie présocratique à Héraclite, hein, Parménide qui était le philosophe de l'être, en opposition au non-être. Donc là, on voit en fait vraiment deux approches ontologiques, deux grandes approches cosmologiques, métaphysiques, entre le devenir héraclitéen et l'ontologie binaire parménidienne. On peut voir des filiations, hein, entre maintenant donc Héraclite et les sophistes, hein, c'est-à-dire donc dans cette vision d'un monde changeant, où finalement ce qui compte, c'est pas, je dirais, dans un monde changeant qui n'est pas statique, hein, où les valeurs ne sont pas statiques. Et qui s'oppose donc à Socrate, qui lui va, enfin le Socrate de Platon, mis en scène par Platon, donc en fait Platon, hein, parce que Platon met sa propre théorie dans la bouche de son personnage Socrate, donc le binôme Socrate-Platon, qui vont défendre une vérité objective qui garantit sur une transcendance métaphysique supramondaine, c'est-à-dire le ciel des idées, donc le ciel intelligible, qui lui ne change pas, contrairement au monde, et qui en quelque sorte est un peu enfin qui en fait représente en fait une garantie de fixité, une garantie de stabilité. Pour le monde est suspendu en fait à ce ciel des idées. Bon, ça c'est là c'est au niveau de la philosophie grecque ancienne. Ce grand clivage, hein, va donc se perpétuer au fil des siècles. Et au Moyen-Âge, hein, en période scolastique, va être renommé, hein, sous le terme du réalisme, sous deux termes en fait. C'est-à-dire que la tradition plutôt héraclitéenne sera nommée nominaliste, ça va être appelé nominalisme, et la tradition parménidienne, socratique, comment dire, platonicienne, elle va être appelée réalisme. Donc, en philosophie médiévale, ce débat entre Socrate et les sophistes devient un débat entre les réalistes et les nominalistes. Que faut-il entendre précisément par réalisme? Les réalistes affirment que le sens des mots est garanti par des réalités objectives. Les nominalistes disent que le sens des mots est garanti par, en quelque sorte, des conventions subjectives, intersubjectives. Donc, en fait, pour les réalistes, il existe du sens transcendant. Hein, en fait, la question que pose ce clivage réalisme-nominalisme, c'est qui est responsable du sens des mots. Pour les réalistes, en fait, c'est une transcendance. Alors, essentiellement, bon, pour la philosophie médiévale, on va l'appeler Dieu. Hein. Chez Platon, ce sera donc le souverain bien, avec un grand B. Hein. Mais bon, tout ça, c'est un peu... En fait, ce sont les mêmes structures de pensée, hein. Ce sont les mêmes schémas cognitifs chez Platon et dans le monothéisme. Donc, en fait, le souverain bien, en fait, bon, voilà, chez les monothéistes, enfin, dans la scolastique chrétienne médiévale, on appelle ça Dieu, quoi. Mais c'est les mêmes schémas de pensée. C'est un schéma pyramidal avec donc une entité supramondaine, une entité métaphysique tout en haut, qu'elle s'appelle le souverain bien ou qu'elle s'appelle Dieu. Et en fait, il y a par effet, comment dire, un effet de cascade. En fait, cette entité ontologique qui ne change jamais, qui est parfaitement stable, va en quelque sorte structurer le monde empirique, hein, le monde changeant, le monde des impressions dans lequel nous vivons au quotidien. Donc il y a comme ça en fait une espèce de pivot central qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le bien, autour duquel en fait par cercle concentrique, hein, le monde, enfin comment dire ça, il y a j'ai oublié le terme chez Platon, mais il y a oui, enfin un effet comme ça en fait. Bon bref, un effet de comment dire ça, de contamination en cascade, en fait, du souverain bien qui est l'entité la plus pure, on descend vers l'impureté, quoi, en fait, jusqu'aux objets inanimés.
Et donc, ce schéma de pensée donc, est transféré, en fait, enfin, bon, c'est pas qu'il est transféré, c'est qu'il a une filiation, et on retrouve en fait cette problématique en philosophie médiévale avec donc, les réalistes qui estiment que le sens des mots est donné et garanti par une objectivité, par une transcendance supramondaine, métaphysique. Les nominalistes, eux, vont dire non, non, le sens des mots est le fruit d'une convention humaine, en fait, alors, il faut se garder de tomber dans le cliché, enfin, du moins dans une opposition binaire trop simple, hein. Les nominalistes ne disent pas que le sens des mots est subjectif. Fondamentalement, les nominalistes disent que le sens des mots est le fruit d'une convention intersubjective. Et donc, voilà, il ne faut pas simplifier ce débat. Ensuite, bon, au fil des... Donc, il y a encore... Enfin, en gros, au XIXe siècle, le débat est relancé par l'invention de la linguistique, hein, notamment la linguistique synchronique, c'est-à-dire Ferdinand de Saussure, parce que bon, la linguistique a toujours existé, enfin, c'est-à-dire l'histoire des langues, c'est-à-dire la linguistique diachronique, hein, comment en fait les langues procèdent les unes des autres, hein, en fait, hein, comment le français, par exemple, procède, hein, le français je dirais même le vieux français, mais enfin bon, le français procède d'un croisement entre le latin et les dialectes celtes, et les dialectes gallo-romains, enfin ce qui a donné le gallo-romain. Voilà, donc là, en fait, l'histoire des langues, c'est ce qu'on appelle la linguistique diachronique. Alors, évidemment, je veux dire, l'étude de la grammaire, etc., qui est, elle, qui relève de la linguistique synchronique, a toujours existé aussi. Mais au XIXe siècle, hein, donc un certain Ferdinand de Saussure propose en fait une nouvelle approche qui n'est pas simplement, enfin donc une nouvelle approche de linguistique synchronique qui ne se limite pas à la grammaire, hein, à l'étude des structures grammaticales, à un moment donné d'une langue, mais il propose en fait une approche générale de toutes les langues en termes de, de linguistique synchronique, et pour montrer en fait les structures universelles de toutes les langues possibles et imaginables. Donc là, c'est une vraie révolution. Et en fait, alors, un des grands points, enfin un des points principaux de sa linguistique, de la linguistique saussurienne, c'est que effectivement, hein, c'est l'arbitraire du signe. Alors, le terme est peut-être mal choisi. Bon, c'est le terme de Saussure, hein, arbitraire du signe. En fait, il faudrait parler plutôt du caractère conventionnel du signe, hein, c'est-à-dire que, bon, effectivement, dans le débat entre réaliste et nominaliste, bah, le nominalisme a gagné. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, puisque le langage est nominaliste, c'est-à-dire que le sens des mots est le fruit d'une convention. C'est pour ça que ça n'exclut pas totalement, je dirais, l'exigence, on pourrait dire éthique, du réalisme. Mais là, après, il faut être conscient, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est scientifiquement faux que c'est moralement faux. Bon, je peux développer après, si vous voulez, mais enfin, c'est pas parce que quelque chose est scientifiquement indémontrable que c'est éthiquement ou moralement négligeable. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la pensée kantienne. Emmanuel Kant, hein, entre la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Bref, bon, donc là, Et quel est l'objectif finalement entre ces deux courants? Quel est vous dites que bon, les nominalistes ont pris le pouvoir concrètement, et leur objectif, c'est quoi selon cette méthodologie? Parce qu'on parle de négationnisme linguistique dans ce cas de figure, n'est-ce pas? À proprement parler, c'est pas que les nominalistes ont pris le pouvoir, hein, c'est que, comment dire, hein, c'est tout ça, il y a un arrière-fond politique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si les réalistes étaient au pouvoir, hein, enfin les réalistes linguistiques, c'est en fait parce que il y avait un consensus pour garantir la stabilité politique et la stabilité de la société. Donc la stabilité du sens des mots. C'est-à-dire que la stabilité sociale, la stabilité politique est directement liée à la stabilité du sens des mots. Faisons une petite expérience de pensée. Si le sens des mots change tous les jours, vous voyez bien les conséquences sociales et politiques que ça peut avoir. Et là, on en est là aujourd'hui, hein. On en est pratiquement là. C'est-à-dire qu'en fait, avec tous les thèmes là, de l'identité fluide, fluidité de genre, ou en fait, ou possibilité aussi de changer d'âge,
hein, puisque changer d'identité comme ça, bon, en fait, le matin, je peux décider que je suis un homme, le soir, je peux décider que je suis une femme, etc. Donc là, on est quelque part, on est dans une pathologie du nominalisme. C'est-à-dire qu'en fait, hein, on est dans une excroissance monstrueuse du principe nominaliste, selon lequel, en fait, le sens des mots est le fruit d'une convention. Si c'est le fruit d'une convention, ça peut changer. Voilà. Donc là, vous voyez les conséquences politiques qui terrorisaient les sociétés traditionnelles. D'où l'affirmation du réalisme linguistique, pour des raisons politiques, purement politiques. Donc, en fait, pour des raisons politiques, il faut affirmer une dose de réalisme des idées, de réalisme du sens des mots, donc de réalisme linguistique, ce qui ne veut pas dire que le réalisme est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, de fait, le sens des mots est bien le fruit d'une convention. Mais si on applique ça jusqu'au bout, et de manière un peu fanatique, en quelque sorte, hein, de manière jusqu'au boutiste, on tombe dans la fluidité de genre et toutes ces pathologies mentales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours une question de juste milieu et un juste milieu kantien. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'effectivement, le sens des mots est conventionnel, mais il faut des garde-fous à ce caractère conventionnel. Sinon, c'est le délire. Sinon, le sens des mots va changer tous les jours et va changer d'une personne à l'autre. Si vous voulez, si on peut communiquer, vous et moi, là, c'est parce que nous c'est parce que le sens des mots est fixe entre vous et moi. C'est-à-dire, je ne donne pas un autre sens aux mots que nous utilisons, un autre sens que le vôtre. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes signifiants, mais aussi à peu près les mêmes signifiés. Hein, le signifié, c'est ce que je pense. Le signifiant, en fait, c'est la partie matérielle du mot. Donc, c'est les vibrations sonores que j'envoie dans le casque et que je reçois et que j'envoie. Le signifié, en fait, c'est l'effet intérieur. Hein, c'est ce que je pense. Donc, nous utilisons les mêmes signifiants, hein, ceux de la langue française. Et alors, après, la question, c'est celle du signifié. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite marge d'interprétation. Dans certains cas, c'est ce qui rend possible les malentendus. Quand il y a un malentendu, c'est parce qu'en fait, on a utilisé les mêmes signifiants, mais pas les mêmes signifiés. Vous voyez et bon, donc, en fait, la stabilité des signifiants et des signifiés est directement liée en fait à une convention. C'est-à-dire qu'on est d'accord tous ensemble, tous les utilisateurs de la langue française, tous les francophones, sont d'accord pour stabiliser entre nous, hein, c'est vraiment contractuel, quoi, pour stabiliser l'association des signifiants et des signifiés. Vous voyez donc, donc c'est conventionnel. Et en fait, après, mais du fait qu'il y a une pluralité de langues naturelles, là, ça prouve bien que, en fait, on peut avoir, comment dire, comment dire ça, c'est-à-dire que, par exemple, le mot chien, enfin le signifié chien, c'est-à-dire que la représentation en français ça se dit chien avec le signifiant chien, en anglais ça se dit dog, en allemand ça se dit Hund, en russe ça se dit sabaka. Voilà, donc là on a en fait une grande variabilité des signifiants. En fait c'est infini, hein, parce que chaque langue en fait a son propre signifiant pour désigner le même signifié et le même référent. Oui, puisque le signe, enfin le triangle sémiotique a trois parties, donc le signifiant, le signifié et le référent. Le référent, c'est la chose que l'on montre. Là, en l'occurrence, l'animal à quatre pattes, meilleur ami de l'homme, etc. Le signifié, c'est l'effet intérieur, hein, de ce que l'on montre, au moyen d'un signifiant, c'est-à-dire en fait d'un phonème, c'est-à-dire d'un phénomène acoustique ou scriptural, hein, puisque le signifiant peut être entendu, peut être audible, peut être phonétique, mais il peut être aussi scriptural, c'est-à-dire écrit. Quand je lis un livre, voilà, il y a aussi avec des signes, tout simplement. C'est ça, voilà, voilà. Donc en fait, le signe, enfin le signe est structuré de manière ternaire entre le signifiant, le signifié et le référent. Et tout ça par des conventions qui varient d'une langue à l'autre. Donc on est vraiment, donc le nominalisme a gagné. Enfin, c'est pas qu'il a gagné, c'est que le nominalisme est vérifié du fait de la pluralité des langues. Vous voyez. Donc en revanche, effectivement, si on radicalise
cette multitude, en quelque sorte, enfin ce chaos, en quelque sorte, potentiel, à l'intérieur d'une même langue. Hein, c'est-à-dire, on va commencer à ne plus s'entendre, puisque ça va être l'organisation méthodique du malentendu, avec effectivement un caractère fluctuant du signifiant et du signifié. C'est-à-dire qu'on va utiliser éventuellement les mêmes mots, les mêmes signifiants, mais avec des signifiés différents. Mais est-ce que cette fluidification de l'identité et du sens, finalement, a pour objectif de faire perdre les repères de la population, n'est-ce pas? Je pense, oui. En fait, ce que je pense, c'est que les gens qui lancent ces modes ont étudié la linguistique et même l'impact de la linguistique, enfin du langage sur le psychisme humain. Bon, c'est là où il faut vraiment s'imprégner, enfin du moins un peu se former un peu à la psychanalyse lacanienne, qui montre comment, en fait, là, tout ce que je viens de dire là, hein, c'est-à-dire la structure ternaire du signe, signifiant, signifié, référent, blablabla, comment, en fait, la structure du langage façonne nos émotions et façonne notre vécu au quotidien et notre relation à autrui. Comment ça façonne le lien social. Et donc, comment ça façonne aussi notre inconscient. En fait, c'est la structure même de l'inconscient. Alors, l'inconscient a plusieurs parties. Il y a l'inconscient purement physiologique, génétique, hein, évidemment. Il y a l'inconscient, on pourrait dire, organique, matériel, ou je sais pas comment, mais il n'y a pas que de l'inconscient sémantique. Mais en fait, toute la partie... Biologique, vous voulez dire? Oui, voilà, oui, biologique, ça permet de tout résumer. Il y a de l'inconscient biologique, évidemment, hein, mais en fait, dès qu'on commence en fait à rentrer dans du sens, hein, là, automatiquement, on commence à rentrer dans un quadrillage sémantique, donc langagier, du biologique. D'où les phénomènes psychosomatiques. Par exemple, si je prends un placebo et que je suis convaincu que ce médicament placebo va me faire du bien, eh bien, en fait, j'ai un effet, il y a un effet un peu c'est la méthode Coué, hein, en fait, hein, d'autosuggestion. Et en fait, parce que je crois quelque chose, parce que donc là, on est dans le sémantique, dans le langagier, hein, on est dans une narration. Croire quelque chose, c'est une narration. Une narration s'inscrit nécessairement dans une structure langagière, avec une grammaire, etc. etc. Donc, toute narration est dépendante en fait d'une langue vernaculaire, d'un langage humain. Et donc, tout ce qui est psychosomatique, en fait, c'est simplement comment dire ça, la concrétisation, la manifestation justement de l'effet du langage sur le corps. Donc, en fait, la psychanalyse lacanienne, enfin la psychanalyse en général, en fait, même, en fait, c'est ni plus ni moins que de la psychosomatique en réalité. C'est comment, en fait, mais c'est surtout chez Lacan, en réalité, beaucoup plus c'est plus explicite chez Lacan, puisqu'il en a fait vraiment le cœur même de sa théorie. Hein. C'est comment les narrations, en général, impactent notre corps. C'est ça. Et comme les narrations sont toujours structurées par du langage, et qu'il y a des structures universelles du langage, mises en évidence par Saussure et par toute la linguistique synchronique, comment dire, au 19e et au 20e siècle, et donc il y a des structures universelles de l'inconscient humain, liées en fait aux structures universelles du langage humain. Vous voyez les passerelles, enfin comment tout ça, voilà. Et donc, et c'est pour ça que là, le débat réalisme-nominalisme en fait est vraiment central, parce que c'est le débat entre les faits bruts, les faits, hein, F-A-I-T-S, les faits bruts, et ce qui est bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que un peu, là, il faut être un peu nietzschéen aussi, hein, c'est-à-dire que l'erreur peut entrer dans les conditions de la vie. C'est une phrase de Nietzsche, l'erreur entre dans les conditions de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas faits, nous autres humains, pour vivre dans les faits bruts. Les faits bruts, c'est le nominalisme, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est le monde est changeant. Hein, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, donc c'est la phrase qu'on prête à Héraclite. Donc c'est le chaos, en fait. Voilà. Enfin, il n'y a pas que du chaos, il y a évidemment, je veux dire, les pierres, les cailloux, tout ça, tout ce qui est minéral est très stable, mais je veux dire, bon, malgré tout, globalement, le monde est changeant, surtout le monde des humains, surtout le monde des émotions humaines. Donc l'effet brut, c'est ça. C'est en fait le protéiforme et le chaotique. On ne peut pas vivre là-dedans. Malheureusement, c'est la structure du langage. Donc il faut rajouter sur la structure nominaliste du langage, il faut rajouter une éthique réaliste qui va stabiliser le sens des mots.
et qui est absolument indispensable, même si elle est fausse. Vous voyez ce que je veux dire? En Mmh. fait, elle est pas totalement fausse, mais ce que je veux dire, c'est que du fait que nous ne pouvons pas utiliser un langage sur une base purement nominaliste, parce que ça part dans tous les sens, puisqu'on va se retrouver à utiliser le même mot, mais pas le même sens, enfin, pas le même signifié, voire même d'autres mots. Bah, en fait, à la fin, le nominalisme radicalisé, c'est le dadaïsme, c'est le lettrisme. Vous connaissez ce courant littéraire de poésie qui inventait des mots. C'est dans les années 50. Et donc, le situationnisme est en fait un bourgeon du lettrisme, enfin, lettrisme écrit comme lettre. Hein. Et donc, en fait, les poètes lettristes, c'était des poètes, hein, inventaient des mots. À la fin, ça devenait plus des chants d'oiseaux. Enfin, c'était blablabla. Enfin, bon, il y a un certain Isidore Issou qui était le pape, hein, du lettrisme. Guy Debord a fréquenté l'international lettriste, je crois, enfin bref, a fréquenté ce mouvement, et puis ensuite il s'en est séparé, il a créé le situationnisme. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que le nominalisme, le fonctionnement réel du langage est nominaliste sur le fond, mais il ne peut pas fonctionner non plus sans une dose de réalisme, c'est-à-dire de stabilisation du sens des mots sur la base, en fait, en quelque sorte, d'une délimitation, et donc sur la base d'une limite, hein, imposée au caractère conventionnel. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte croire que, enfin, il faut considérer que il n'y a pas, enfin, que le caractère conventionnel doit être respecté, donc il faut y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Si on considère que le caractère conventionnel, c'est-à-dire subjectif, intersubjectif, du sens des mots, l'emporte sur justement les conventions collectives, eh bien, donc, on bascule dans la fluidité enfin, dans la liquéfaction, en fait, littéralement, quoi, en fait, hein, de la liquéfaction sémantique. Et à la fin, bon, ça donne effectivement tous les thèmes là, de LGBT. Et à la fin, ça donne en fait finalement un rapport au langage, hein, de type lettriste, hein, ou dadaïste, quoi, où en fait, finalement, les mots n'ont plus de sens, tout simplement. Les mots n'ont plus de sens. C'était un peu. Alors tout ça, ça a commencé à être abordé aussi au 19e siècle, hein, en fait, hein, avec l'alchimie du verbe de Rimbaud, etc. C'est comment travailler le langage. C'était chez Mallarmé, hein, enfin bon, c'est surtout la poésie qui a beaucoup travaillé là-dessus à partir du 19e siècle. Après, il y a une étape de radicalisation là, dans cette manière d'attaquer le sens des mots, hein, d'attaquer le langage, hein, avec le surréalisme, enfin dadaïsme, surréalisme. Donc là, c'est vraiment en fait la prise de pouvoir du nominalisme sur le réalisme. Hein, on sort justement d'une approche, on pourrait dire, un peu conservatrice et austère du sens des mots, donc représentée par le réalisme, hein, et avec la fonction politique. Hein. Donc tout ça est politique, hein, fondamentalement. Alors, on arrive doucement à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelles sont les leçons à tirer de cette situation? Est-ce qu'il y a des solutions? Et si oui, quelles sont les solutions selon vous? Alors, je pense qu'il faut effectivement, enfin, en fait, vous parlez quoi de la dictature sanitaire en général, ou précisément le rapport au langage Plus précisément, le rapport au langage, comme on a pu l'aborder ces 15 dernières minutes. Oui, bah moi je recommande vivement à tout le monde, hein, de se former un peu quand même, hein, à la linguistique. Bon, enfin, pour les gens qui sont totalement novices, bon, bah, lisez les pages Wikipédia, quoi. Enfin, je veux dire, mais cela dit, bon, en fait, il y a quand même des textes classiques, hein. Le cours de linguistique générale de Saussure est tout à fait accessible, hein, pour peu, enfin, il n'y a pas besoin, je veux dire, d'être linguiste, hein, pour lire Saussure, enfin en tout cas pour lire son cours, qui est un recueil de textes compilé par ses étudiants. Hein, c'est-à-dire que bon, c'est pas un texte, c'est pas un livre en fait publié avec
l'aval de Saussure, en fait. Hein. C'est un recueil de textes compilé par ses étudiants. Mais bon, enfin, ça correspond en fait à ce qu'il faisait. Enfin, c'est pas, le débat est pas là, mais le cours de linguistique générale de Saussure est tout à fait lisible. Il y a aussi Problème de linguistique générale de Émile Benveniste, qui est tout à fait lisible. Hein, c'est le linguiste qui a parlé du langage des abeilles, en fait, hein, pour distinguer justement les modes de communication des animaux et les modes de communication humains. C'est-à-dire que oui, certes, effectivement, les animaux communiquent, mais c'est toujours en contexte. Vous connaissez la danse des abeilles. Enfin, quand une abeille, par exemple, a repéré des fleurs, enfin un bosquet de fleurs intéressantes, elle revient à la ruche, elle exécute en fait une danse, hein, c'est-à-dire en fait un parcours physique pour indiquer à ses sœurs, hein, à ses collègues, hein, le positionnement de ce bosquet qu'elle a repéré. Donc en fait, elle transmet de l'information. Hein, la question, c'est ça, c'est comment en fait les animaux transmettent de l'information. Alors avec nos animaux familiers, les chats, les chiens, on sait comment ils transmettent l'information, hein, puisqu'on communique avec eux. Hein, mais ça, c'est passionnant d'ailleurs d'examiner comment les humains et les animaux les plus intelligents, évidemment, avec les vers de terre, c'est un peu difficile de communiquer. Mais je veux dire, avec les chats, les chiens, hein, bon, c'est ceux qu'on a sous la main le plus facilement, on peut vraiment communiquer pas mal de choses. Ça reste émotionnel, hein, c'est pas de la philosophie, c'est pas. Mais bon, il faut se poser la question comment on s'envoie de l'information mutuellement. Hein, comment on s'envoie du sens? Comment j'arrive à envoyer du sens à mon chat? Comment il arrive à m'envoyer du sens à moi en retour? Et comment on se comprend? On y arrive, on arrive à se comprendre. Hein. Voilà, bon, alors les chiens, on sait ils arrivent à comprendre jusqu'à 300 mots à peu près, en fait, hein, 300 mots humains pour ceux qui sont le mieux dressés, hein, les chiens de combat, enfin bref, dans l'armée ou alors les chiens de cirque. Bon, donc c'est comme un petit enfant, hein, et en fait, c'est comme un petit enfant ou même en réalité, bon, ce que je veux dire, c'est pas très très politiquement correct, mais c'est comme certains banlieusards. Hein, on sait que enfin, bon, il y a des individus en fait issus de milieux dits défavorisés qui n'ont pas plus de nombre, enfin qui maîtrisent pas plus de nombre de mots, hein, que certains chiens dressés, bon, ou voire moins que certains chimpanzés qui peuvent apprendre aussi à communiquer avec des mots, et là avec en plus avec une reconnaissance visuelle, c'est-à-dire que le chien reconnaît acoustiquement, enfin reconnaît les phonèmes, mais un chien ne peut pas lire des mots. En revanche, les chimpanzés, eux, arrivent à lire des mots et à les reconnaître. Et Mais dans le contexte de la sophistique, parce qu'évidemment, aujourd'hui, le problème qu'il faut résoudre, c'est l'équation de la sémantique politique qui est oui, complètement inversée. Quelles sont les armes que les Français peuvent utiliser pour contrecarrer cette perversion sémantique du personnel politique? Parce qu'il s'agit bien de ça aujourd'hui. Bon, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui cultive le cynisme des contraires. Il dit une chose, il fait l'inverse. Quelle est, à votre avis, la réponse à apporter à cette manipulation politique de la langue? déjà, la base de la base, c'est de ne pas s'exposer, hein, au flux sémantique de ces nouveaux gourous. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, enfin, je sais plus, je sais plus si c'est Louis Fouché ou Laurent Mukieli, bon, qui avait fait un décryptage en fait, hein, des techniques de communication appliquées par Emmanuel Macron. Je crois que c'est Louis Fouché qui avait fait ça dans une vidéo, c'était très très éclairant. Donc donc bon, premièrement déjà, faut pas, enfin, si vous voulez échapper aux effets d'hypnose, hein, en fait, des communicants, déjà, première chose, ne pas s'y exposer. Pour ça, ne regardez jamais la télévision. Donc ne pas les écouter, tout simplement. Voilà, c'est ne pas les écouter, ni à la télé, ni à la radio, évidemment, et même pas sur Internet. Enfin, je veux dire, voilà, ou alors, enfin, vraiment à dose homéopathique, hein, mais juste pour des raisons expérimentales. Si vous avez besoin par exemple, pour besoin d'une démonstration, vous pouvez effectivement. Bon, Mais est-ce que c'est pas contradictoire de se couper du discours politique pour justement avoir une emprise sur lui pour le contrecarrer dans sa stratégie? Est-ce que alors, l'isolation est vraiment une solution?
En fait, non, mais il faut se couper en fait des flux d'images. En revanche, oui, enfin, on peut effectivement s'informer, mais par écrit. Bon, moi, il faut se couper des effets d'hypnose. Hein. Enfin, l'hypnose, c'est quoi en fait? C'est quand, en fait, hein, la parole de quelqu'un devient la réalité de quelqu'un d'autre. Hein. Si je vous hypnotise, je vais vous dire, par exemple, oui, vous êtes un petit oiseau, vous pouvez sauter, enfin passer par la fenêtre, hein, et si vous êtes hypnotisé, vous y croyez, vous pensez, vous croyez que vous êtes un petit oiseau et si vous sautez par la fenêtre, vous tombez. Mais la réalité, le réel, je veux dire plus exactement, n'a plus d'importance. Et je vous ai enfermé dans une réalité virtuelle, hein, créée par ma parole, à laquelle vous adhérez de manière inconditionnelle. Hein. Donc ça, c'est le mécanisme donc, de l'hypnose. Mais c'est aussi le mécanisme donc, des gourous. Enfin, parce que, en fait, l'hypnose, en fait, a plusieurs formes. Il y a l'hypnose profonde, en fait, hein, telle que Freud la pratiquait, etc., ou comment dire, ou telle que ou dans les spectacles de musical, etc., où les gens sont à moitié endormis, enfin, ou endormis, les yeux ouverts, mais avec mais bon, en réalité, bon, quand quelqu'un se met devant sa télé et croit ce que dit Macron, il est sous hypnose. En fait, la croyance, c'est déjà de l'hypnose. C'est-à-dire que si j'accorde un crédit à ce que dit Emmanuel Macron, ça fait écran avec le réel. C'est-à-dire que je suis encapsulé à l'intérieur de la parole de Macron donc je deviens sa créature. Enfin, je suis en quelque sorte, je suis hypnotisé, je suis sous... Et donc ça c'est le... Et donc il n'y a pas besoin d'être endormi en réalité avec un pendule ou je ne sais quoi. Non, non, il suffit de croire Mais la parole d'autrui. qu'est-ce qui... bon, on peut croire à différentes choses, mais quand même avoir une certaine marge de manœuvre pour remettre en question certaines choses. Or, on voit que, par exemple, tous les députés de La République En Marche on a l'impression que c'est une secte, c'est une religion, donc ça va au-delà de croire. Vous pensez qu'il y a quelque chose supplémentaire qui est rajouté dans le discours? Ah bah, après, il y a certaines personnes ont un intérêt financier, économique à croire. Hein, donc, en fait, c'est pas qui. Donc il y a un mélange à la fois hypnotique, de la croyance en le personnage, mais il y a l'aspect financier et personnel, l'intérêt de la fonction pour en fait faire complètement abstraction de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, bon, quelqu'un qui croit ce que dit Macron sans récompense économique est vraiment sous hypnose. Ensuite, hein, tous les gens enfin tous les adeptes hein, de la secte de Macron dans son parti, par exemple, qui y croient, eux, obtiennent une récompense. Enfin, du moins, en fait, une récompense, oui, alors comment dire, économique. Il y a des rétributions et des gratifications en fait économiques et psychologiques. Ensuite, bon, les gens qui ne reçoivent pas de gratification économique bah, doivent, d'une manière ou d'une autre, recevoir une gratification de type psychologique, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, un sentiment de supériorité. Le fait de se dire, voilà, bon, je fais partie du bien, enfin des gens de bien, hein, en portant mon masque sur la gueule dans la rue, dans ma voiture, sous ma douche, je fais partie, en fait, des gens de bien. Donc, moralement, je m'élève au-dessus de la mêlée, je m'élève au-dessus de la moyenne. Et alors ça, pour ceux qui ne sont pas terroristes, enfin qui ne croient pas, enfin qui n'ont pas vraiment peur. Après, il y a évidemment tous les gens qui pensent sincèrement qu'ils vont mourir s'ils ne portent pas leur masque en permanence. Bon, donc là, après, il y a toute une variabilité. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs manières, en fait, il y a plusieurs sortes de gratification, il y a plusieurs sortes de récompenses. Et Ceux qui la croient croyance nécessairement est basée aussi sur la peur, donc c'est lié. Hein. Quelqu'un qui a peur va croire potentiellement ce qu'on lui dit parce qu'il y a une forme d'autorité qui est là dans l'esprit et pourtant qui ne correspond pas aux faits et à la vérité. bon, pas forcément. Si vous voulez, je pense que parmi les cadres de La République En Marche, hein, il y a plein de gens qui sont payés, hein, qui reçoivent des gratifications économiques, des récompenses économiques, hein, ou symboliques parce qu'ils passent à la télé, ou simplement parce ils ont un certain pouvoir sur un cheptel particulier. En fait, ils ne se posent même pas la question de savoir si ce qu'ils répètent comme des perroquets est vrai ou faux. En fait, c'est juste que comment dire,
c'est un peu le jackpot qui marche à tous les coups, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils répètent ce que dit Macron, ils auront leur récompense. Hein, c'est comme un rat de laboratoire avec une petite, comment dire, un petit levier, et puis s'il appuie sur le levier, il reçoit un petit morceau de fromage, et puis il répète, et parce que voilà, c'est du conditionnement, hein, ni plus ni moins, enfin du conditionnement de laboratoire, quoi. Donc, et là, en fait, à ce stade, on a affaire à des gens qui ne se posent même plus la question de savoir s'ils croient ou non à ce qu'ils disent. Ils répètent, en fait, ils obtiennent des gratifications à répéter ce que dit Macron, donc ils le feront. Et c'est là où en fait on peut les corrompre en quelque sorte, parce que si on leur propose des gratifications supérieures, eh bien du jour au lendemain, ils penseront autrement. Et on peut les retourner. Mais bon, ça c'est ce qui se passe dans les changements de régime en géopolitique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les hauts fonctionnaires sont simplement achetés par tel ou tel financier style Soros, qui peut acheter comme ça en fait des gouvernements entiers, parce qu'il a un budget infini. Et il peut effectivement corrompre tout un État profond. Et ensuite, après, quelques manifestations dans la rue, ça suffit. Ce n'est pas les manifestations qui ont fait tomber le régime. Hein. Je veux dire, ce n'est pas les manifestations. Les manifestations, c'est juste en fait la cerise sur le gâteau. Non, ce qui a fait tomber le régime, c'est que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la haute fonction publique est achetée. Et donc, du jour au lendemain, en fait, achetée, et elle reçoit donc des récompenses supérieures à celles en fait, de l'État. Dès lors, à partir de là, voilà, vous pouvez du jour au lendemain retourner à la fonction publique. D'accord. Juste pour terminer donc, cette interview, petite synthèse par rapport à tout ce qu'on a discuté. Quel est votre conseil, quel est le conseil que vous donnez aux Français sur la situation de cette crise politique, de la situation linguistique, de l'aspect technologique? À votre avis, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui de recommander aux Français? Là, en fait, concrètement, là, il faut comment dire ça, faire monter un message le plus haut possible, hein, le plus fort possible, avec un volume maximum, un volume sonore maximum, hein, sur justement toutes les mesures sanitaires, hein, le passeport sanitaire, etc. Donc là, il faut simplement, comment dire ça, en fait. Est-ce que ça passe par du contre-terrorisme viral, rapprochement social, et puis d'inverser le langage qui est utilisé actuellement pour faire court-circuit? Oui, enfin, alors après, là, la question que vous me posez, c'est celle de l'activisme, en fait. Hein, c'est en fait les méthodes concrètes. Hein. C'est ça, parce qu'il arrive un moment, on peut parler de linguistique, on peut parler de technique, mais si on veut rentrer en résistance, parce que des solutions, il y en a toujours, Ouais. dans les châteaux, il y a toujours des fissures. Une petite fissure peut être la perte de quelque chose. Tout système a des failles. Donc, l'idée, c'est aussi de se focaliser sur les solutions. Et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, en fait? En fait, là, aujourd'hui, en fait, il faut s'inscrire dans une organisation qui permet un maillage territorial et qui permet effectivement, comment dire, de faire monter le message le plus haut possible. Là, en l'état actuel des choses, on voit que, je parle des organisations. Alors, il y a les organisations métapolitiques et puis les organisations strictement politiques. Alors, la métapolitique, c'est bien, mais ensuite, il faut passer à la politique et surtout, en fait, au contre-pouvoir institutionnel. Et c'est pour ça que la métapolitique ne suffit pas. Donc, il faut... et là, en fait, les organisations politiques, strictement politiques, qui envoient un message critique par rapport à la dictature sanitaire, il n'y en a pas 40 000 en France, il y en a 4 ou 5. En fait, hein. Donc, alors, la mieux connue, c'est les Patriotes, hein, le parti de Florent Philippot.
Mais bon, vous avez aussi le parti de Jean-Frédéric Poisson, vous avez aussi Dupont-Aignan, vous avez aussi Asselineau et aussi le Rassemblement national, bon, qui est en fait un paquebot, comme on dit, enfin, je veux dire, qui a une grosse machinerie et qui, en fait, comment dire, a du mal, en fait, à saisir, en fait, enfin, bon, comment dire ça, il y a beaucoup de lourdeur en fait au Rassemblement national, en particulier sur la question de la dictature sanitaire. Mais on voit bien que malgré tout, il y a des maires, notamment Louis Alliot ou à Beaucaire. En fait, le maire de Beaucaire, c'est juste, j'ai oublié son nom, bon, enfin, qui ont donné des instructions, par exemple, à la police pour ne pas verbaliser les commerces qui restaient ouverts après 18 heures. Voilà. Non, parce qu'on fait le procès du RN, bon, mais c'est bon, faut voir les nuances en fait. Hein. Pareil, il y a quelqu'un au Rassemblement national qui s'appelle Hervé Juvin, qui depuis des années a un cheval de bataille, c'est la lutte contre le transhumanisme. Et là, avec le Great Reset et toutes les conséquences de la dictature sanitaire, le transhumanisme là nous saute au visage, hein, littéralement. Avant, on pouvait se dire que voilà, c'était comment dire ça, une théorie pour milliardaires excentriques ou pour bobos des centres-villes. Mais non, là, on voit bien que le transhumanisme s'impose par la violence et par le stratagème, par la ruse. Donc nous sommes en train d'entrer dans le monde transhumaniste, hein, le monde d'après, comme dirait Klaus Schwab. Et là, bon, il y a quand même quelqu'un au Rassemblement national qui s'appelle Hervé Juvin et qui en parle. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est pas le fonds de commerce de ce parti qui se spécialise en quelque sorte sur d'autres sujets. Mais je vois, bon, en gros, il y a 4 ou 5 organisations politiques de type souverainiste, nationaliste, patriotique. C'est les seuls qui produisent un discours critique sur la dictature sanitaire qui nous tombe dessus, enfin qui est en train de nous enfermer justement donc dans une tyrannie transhumaniste, là depuis 1 an maintenant en fait. Hein. Donc voilà, bon, en fonction des sensibilités, des possibilités, j'invite en fait les auditeurs à prendre leur carte dans l'une de ces organisations, en fonction des préférences, en fonction des sensibilités. Hein, bon, sachant que effectivement, en fait, celle qui sur le terrain la plus active, c'est celle de Philippot. Moi, je participais à un petit événement. Alors, donc il y a des manifestations qui sont organisées toutes les semaines déjà. Et bon, en plus, là, cette semaine, je participais à un petit événement, enfin, en quelque sorte, une sorte de flash mob. En fait, en gros, c'était en fait un pique-nique dans la rue, voilà, sans masque, hein, et en région parisienne. Je pense qu'il faut multiplier ce genre de choses. Alors, les gens nous regardaient, hein, les passants. Hein, il y en a qui ont pris des photos, qui sont venus discuter avec nous. Mais voilà, on était en fait attablés hein, sur une table de camping avec des sièges, des chaises pliantes. On a acheté donc des trucs à emporter aux restaurateurs du quartier. Et voilà, on a fait une bouffe là sur le trottoir, quoi. Voilà. Et avec donc évidemment quelques autocollants bon, pour envoyer un petit message politique. Et voilà, bon, je pense qu'il faut multiplier ce genre d'initiative. Hein. Donc il y a aussi enfin, il faut faire du collage aussi, à mon avis, je pense. C'est-à-dire qu'il faut reprendre en fait parce que en fait le problème c'est que il n'y a pas de contre-pouvoir au niveau de la rue en ce moment hein, sur la dictature sanitaire. Donc il faut parce que, bon, on va dire, il y a des contre-pouvoirs. Par exemple, sur Internet, il y a je sais pas, égalité, réconciliation, etc., enfin, qui fait un gros travail de décryptage et de critique. Mais nul n'est obligé d'aller sur le site de ER. Maintenant, ce qu'il faut, c'est obliger les gens à être exposés à un message critique contre la dictature sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans le champ de vision de n'importe qui, de n'importe quel passant dans la rue. Et pour ça, il faut que ce soit sur les poteaux, sur les feux rouges, etc., ou sur les murs, quoi. Donc, il faut faire du collage, il faut faire de l'affichage. Hein, donc, et avec, faut essayer d'avoir le même niveau d'efficacité que les militants d'Asselineau qui, on s'en souvient tous, avaient recouvert la France d'affiches pour François Asselineau. Faut avouer qu'ils ont fait preuve d'une belle efficacité. Bon ben voilà, il faut avoir la même niaque, hein, et faire la même chose et donc et sans esprit de concurrence quoi. Enfin voilà, bon
Je veux dire, faut arrêter les petites guéguerres entre les égaux. Voilà, moi, je suis mieux que toi, etc. Non, bon, là, je veux dire, c'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Là, Parce qu'il y a il y a une solidarité entre les différentes tendances et les différentes idéologies, parce qu'on se bat contre le même ennemi, hein. ben oui. C'est une élite du mal, en fait. Oui, oui, bah oui, oui. Donc c'est vraiment, faut arrêter de perdre du temps avec des guerres intestines, quoi. Je vous dis là, bon, moi je vois, enfin, les organisations métapolitiques sont bien connues, hein, voilà, bon, c'est la réinformation, je sais pas quoi, la dissidence, ce genre de choses, hein. Et puis bon, il y a aussi donc les organisations véritablement politiques, hein, et en fait qui, à mon avis, enfin, sont plus à même de toucher l'individu moyen, hein, avec justement des actions de rue. Mm. Hein, les actions métapolitiques souvent manquent un peu de moyens, quand je dis de moyens économiques, hein, pour faire des actions de rue. Donc les organisations métapolitiques, hein, ER, etc., ou je sais pas quoi, la Fondation Polémia, voilà, en fait, se limitent souvent à la réinformation sur Internet, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens de faire C'est ça. plus. Voilà, les organisations politiques, souvent, bon, ont plus de militants de terrain, hein, avec un maillage territorial par département, souvent c'est comme ça, hein, avec un secrétaire départemental, hein. En fait, il y a une, comment dire ça, et parfois, bon, il y a un peu plus de moyens économiques, ou du moins, je sais pas, enfin bon, mais en fait, bon, c'est plus dans l'ADN, en quelque sorte, des organisations politiques de faire des actions de rue. Hein, les actions, et aujourd'hui, c'est vrai que les organisations métapolitiques sont sur Internet, ça, et elles font tout ce qu'elles peuvent sur Internet, hein, mais on ne les voit pas trop, en fait, dans la rue, comment dire, sur la question des dictatures sanitaires. Heu et puis surtout, bah, après, il faut une traduction dans les assemblées, dans les parlements, dans les conseils régionaux, aussi, hein, et là, de fait, là, c'est pas les organisations métapolitiques qui peuvent le faire, par définition, hein, Mm. puisqu'elles ne le font pas. Elles ne jouent pas le jeu de la représentation démocratique, elles ne jouent pas le jeu du parlementarisme, heu, peu importe, enfin, je veux dire, c'est pas le débat, enfin, je veux dire, mais bon, il faut savoir que, voilà, il y a ça existe aussi, c'est un moyen d'action. Le parlementarisme, qui est très critiqué, est aussi un moyen d'action. C'est pas, enfin, je veux dire, tout est bon à prendre, quoi. Il faut faire feu de tout bois. Donc, il faut être sur Twitter, il faut être sur les réseaux sociaux, mais il faut être aussi dans la rue, hein, pour en fait obliger, pour exposer en fait n'importe qui, effectivement, à un message critique sur la dictature sanitaire, parce que là, en fait, le pouvoir, lui, avance comme dans du beurre, hein, en ce moment. Et puis il faut aussi effectivement être présent dans les conseils, dans les assemblées, dans les parlements, pour essayer de peser sur le plan institutionnel, sur le plan légal. Mm. Parce que sinon, effectivement, bon, en fait, quelque part, si on déserte le terrain, bah, on laisse l'ennemi avancer, quoi. Voilà. Et après, il ne faudra pas se plaindre, hein. Alors, C'est, j'espère que le message, en tout cas, a été bien entendu par les auditeurs. Je rappelle que vous avez écrit 2 livres, Gouverner par le chaos chez Max Milo, Neuropirate chez Contre-Culture. Vous êtes un spécialiste donc en conscience, dans les sciences du comportement, l'ingénierie sociale. C'était un plaisir de vous avoir en interview sur France Liberté. Euh, je propose aux auditeurs de faire suivre massivement cet entretien sur les réseaux sociaux, d'envoyer à vos amis cette interview et qu'ils s'abonnent à la chaîne YouTube. Et je vous remercie donc beaucoup, Lucien Cerise, pour cette interview. Oui, bah, merci à vous pour le créneau, d'expression, enfin, ce que vous m'avez, offert, 2 fois, et à bientôt à la revoyure, hein. Heu, Merci beaucoup. merci à vous.